Bonjour à tous, c'est Léa du B2B Esquirol et je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur la tuberculose. Je vais tout d'abord commencer par vous donner quelques généralités, des infos un petit peu en vrac, et puis après on parlera de manière plus détaillée des mécanismes et de la prise en charge. La tuberculose est due à une bactérie qui s'appelle Mycobacterium tuberculosis, aussi appelée bacille de Koch. C'est une bactérie acidorestante, alcoolorestante et aérobique, c'est-à-dire qu'elle vit en présence d'oxygène. 90% des cas se situent dans des pays pauvres, notamment en Afrique et en Asie, et il existe quelques cas importés en France. La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire, donc il faudra faire un signalement sans délai à l'ARS pour pouvoir déclencher une enquête de proximité et pour dépister l'entourage. Il faudra aussi faire une demande de prise en charge à 100% puisque la tuberculose est considérée comme une ALD. Il faudra aussi notifier les cas après diagnostic pour permettre le suivi épidémiologique de la maladie. La transmission, elle se fait plutôt par l'air et très rarement par la porte d'entrée digestive. En moyenne, un malade contamine 10 personnes par an. La tuberculose, c'est aussi une maladie qui est opportuniste. Donc les co-infections avec le VIH sont très fréquentes. Il faudra donc réaliser une sérologie avec bien sûr toujours le consentement du patient, comme pour toute sérologie VIH. Il existe plusieurs formes de tuberculose et la forme pulmonaire est la plus fréquente. Les autres formes, ça peut être méningée, donc ça c'est une forme qui est très dangereuse. Il existe aussi la ganglionnaire, l'urogénitale, l'osseuse. Il y a aussi ce qu'on appelle la miliaire tuberculeuse. Donc ça c'est une forme qui menace plus le pronostic vital. Et ça survient lorsqu'un grand nombre de bactéries se déplacent dans la circulation sanguine et se propagent ensuite dans tout l'organisme. Le mécanisme de la tuberculose est un petit peu complexe parce qu'il est composé de deux phases. Donc vous avez tout d'abord la primo-infection, et ensuite, dans 10% des cas, cette primo-infection va se transformer en tuberculose maladie. Parlons tout d'abord de la primo-infection, donc qui est la première étape dans la maladie. Il faut bien retenir qu'elle est asymptomatique dans 90% des cas, sinon les symptômes sont peu spécifiques, donc de la toux et une altération de l'état général. Tout commence par l'inhalation de bactéries qui vont aller se placer dans les alvéoles pulmonaires. Commence ensuite la phase pré-immune, où le foyer primaire se constitue. Vient ensuite la phase immune, où les bactéries vont migrer vers les ganglions lymphatiques, où ils vont rencontrer les lymphocytes T, ce qui crée une réaction inflammatoire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tubercule. Ensuite, il y a deux cas de figure. Soit le corps arrive à contrôler ces bactéries, donc il n'y a pas de changement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, puis ensuite le foyer primaire va diminuer. Deuxième cas, les bactéries se diffusent dans le reste du corps et atteignent d'autres tissus, d'autres organes, par la voie sanguine. Ensuite, cette primo-infection, elle peut se transformer en tuberculose maladie. Et ça arrive seulement dans 10% des cas. Comment ça se fait? C'est en cas de nouvelle contamination ou de nouvelle réinfection. Donc la nouvelle contamination, ce serait une source extérieure, alors que la réinfection, ce serait à partir des bactéries de la primo-infection qui se remettent à devenir virulentes. Généralement, c'est à peu près 2 ans après, mais parfois ça arrive des dizaines d'années plus tard. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on parle vraiment de la tuberculose maladie, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut observer des lésions dans les poumons, donc les nodules, l'infiltrat, les cavernes, et c'est aussi à ce moment-là que la contagiosité est forte. Pour les signes cliniques, vous avez un début qui est plutôt progressif sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où vous avez une toux chronique avec des expectorations, et toujours, comme la phase de primo-infection, une altération de l'état général, donc asthénie, anorexie, amaigrissement. Après ce début progressif, vous avez la phase vraiment aiguë, et là vous pouvez observer un syndrome infectieux bronchopulmonaire, des hémoptysies, une pleurésie, donc une inflammation de la plèvre. Au niveau de l'imagerie, on observe sur la radio ou la tododensitométrie des nodules, donc ça fait des taches au niveau imagerie, des infiltrats que l'on observe avec une opacité sur l'imagerie, et des cavernes. Donc une caverne, c'est la perte de substance au niveau de l'infiltrat. On peut aussi observer une pleurésie, donc comme je vous disais, l'inflammation de la plèvre, et une adénopathie qui correspond à l'élargissement des ganglions. On réalise aussi un examen cytobactériologique qu'on appelle le BK-crachat. Donc il y a quelques règles à suivre pour que l'examen se fasse correctement. Donc il faut le réaliser 3 matins de suite, à jeun,
après avoir rincé la bouche et avant avoir donné des antibiotiques à votre patient. Il faut récupérer bien les crachats et non pas la salive. Ces crachats, il faut les récupérer dans un pot stérile et ces crachats, vous les récupérez en demandant au patient de faire une expectoration forcée en toussant très fort. Veillez aussi à vous protéger avec des gants, une surblouse et un masque FFP2. Dans certains cas, les béquilles crachats sont impossibles à réaliser. Du coup, on peut faire un tubage gastrique. Donc, c'est-à-dire récupérer les crachats dans l'estomac. Vous allez me dire bizarre, mais en fait, tout simplement, la nuit, on avale nos sécrétions bronchiques. Donc, le matin, on peut les retrouver dans l'estomac. Si le tubage gastrique est impossible et qu'on a une forte suspicion, on peut faire une fibroscopie bronchique. Mais cet acte-là, il sera vraiment dernier recours parce que c'est un acte douloureux et le risque de contamination est très élevé. Alors, il faut juste bien faire attention et se rappeler que les béquilles crachats, c'est seulement pour dépister la tuberculose maladie. Si on veut dépister la tuberculose latente, donc dans la phase de primo-infection, on va se tourner vers d'autres tests, donc l'IDR, l'intradermoréaction à la tuberculine, et le test IGRA, le test de libération de l'interféron gamma. Pour rappel, la tuberculose latente, donc en phase de primo-infection, est bien souvent asymptomatique. Lors de facteurs de risque comme une immunodépression ou le VIH ou un nouveau contact avec la bactérie, ça peut très facilement se transformer en tuberculose maladie. Donc on va chercher à dépister puis éventuellement traiter en cas de positivité cette tuberculose pour éviter qu'elle se transforme en tuberculose maladie. Parlons maintenant de la prise en charge, donc, qui se fait par un traitement antibiotique à base de rifampicine, d'isoniazide, d'éthambutol et de pyrazinamide. Pendant donc 2 mois, ce cocktail de 4 antibiotiques. Ensuite, pendant 4 mois, on poursuivra seulement la rifampicine et l'isoniazide, et éventuellement un peu plus pour les formes neurologiques. Ce traitement, il est très efficace, le pronostic est assez bon pour la tuberculose si le traitement est bien suivi. Par contre, en l'absence de traitement, la maladie est clairement mortelle. Pour le traitement, il se prend une prise par jour, à jeun et à distance des repas, à heure fixe. Il ne faut absolument pas interrompre le traitement parce que ça risque de créer des antibiorésistances. Concernant les effets indésirables, bon, vous les verrez un peu plus dans le cours sur les antibiotiques, mais bien penser à surveiller la fonction hépatique et à limiter l'alcool puisqu'ils sont hépatotoxiques. Bien penser aussi à prévenir le patient qu'il peut avoir des sécrétions rouges. C'est un effet secondaire normal de la rifampicine. Bien penser aussi que la rifampicine inhibe la contraception orale, donc il va falloir agir en conséquence. Comme je vous le disais précédemment, la tuberculose maladie est une maladie opportuniste, donc ça peut ne pas être inintéressant de faire une sérologie VIH avec le consentement du patient, puisque le risque de retrouver un résultat positif est accru par rapport à la population générale. Comme je vous disais, la tuberculose est une maladie hautement contagieuse, donc on va appliquer des précautions complémentaires de type R. Donc pour les soignants, porter un FFP2, bien s'assurer que la porte est fermée puisque la transmission se fait par l'air. Un des rôles infirmiers et aides-soignants, c'est de bien faire respecter cet isolement et de gérer le volume des visites aussi. Les précautions, il faut les garder au moins 15 jours à partir de la mise en place de l'antibiothérapie. Puis après, en fonction des cas, on va évaluer la non-contagiosité. Donc, la non-contagiosité, ça va être l'absence de facteurs de risque de multirésistance aux antibiotiques. Donc, une bonne observance est essentielle pour éviter la résistance. La non-contagiosité va aussi se voir avec la résolution de symptômes respiratoires, donc une diminution de la toux. Si 3 résultats microbiologiques reviennent négatifs, c'est aussi un argument en faveur de la non-contagiosité. Les améliorations radiologiques de même. Et on va adapter le retrait de l'isolement en fonction de la présence ou non de patients immunodéprimés dans le service et dans l'entourage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour la tuberculose. Comme d'habitude, je vous laisse un lien vers le questionnaire de satisfaction. Il est anonyme, il est rapide à remplir et il m'aide vraiment, grâce à vos retours, à m'améliorer. Je vous laisse aussi le lien vers le partiel blanc et vers les réseaux sociaux du tutorat. Allez, à bientôt!